Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Dimanche politique sur ESAE TV, chers amis internautes, bonjour, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, je reçois pour la première fois sur les plateaux d'émission de ESAE TV le président du parti politique Mouvement Populaire de Libération MPL. Il a pour nom Expérience Tébé. Bonjour à vous. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons ce dimanche pour échanger autour de la participation de votre formation politique aux prochaines élections législatives de janvier 2023. Bonjour à nouveau. Merci, bonjour. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous comment se prépare votre formation politique au scrutin lié aux élections législatives de janvier prochain. Merci pour l'invitation, merci pour l'honneur que vous nous faites de pouvoir échanger avec nos compatriotes, les informer sur ce que notre parti, leur parti, le Mouvement Populaire de Libération fait en ce moment crucial de la vie politique de notre pays. Et vous savez que nous sommes dans la dernière ligne droite d'ailleurs, dans une dizaine de jours, les partis politiques qui animent la vie politique du Bénin seront appelés à déposer leur dossier de candidature pour les élections législatives de janvier 2023. Et le MPL, conformément à ses engagements vis-à-vis du peuple béninois et de ses militants depuis 2020, est en bonne voie, en train de se préparer pour prendre part à ces échéances. Alors, est-ce que vous rappeler à nos amis internautes qui nous suivent là, la position politique du MPL sur l'échiquier politique? Oui, il ne serait pas, je pense, qu'il serait peut-être de trop de rappeler encore que le MPL, un parti né dans l'opposition, continue toujours de militer dans l'opposition pour faire valoir ses idéaux, pour faire valoir ce que nous avons voulu, ce que nous souhaitons voir du Bénin les années à venir. Donc nous sommes résolument engagés dans l'opposition et continuons de nous battre pour faire valoir nos idéaux à ce niveau-là. Alors le Bénin, depuis avril 2016, a connu une avalanche de réformes, notamment des réformes politiques. Alors, nous avons les règles du jeu politique qui ont changé. Alors, quels sont les éléments qui légitiment la participation du MPL à ces élections-là? Merci. Les éléments qui légitiment le MPL à participer à ces élections, essentiellement, c'est les raisons qui ont fondé la naissance de ce mouvement en 2019, mouvement politique qui est devenu parti politique en 2020, qui est parti du simple constat que notre pays a abordé des virages politiques dangereux. Notre pays, les nouveaux gouvernants qui sont venus au pouvoir depuis 2016 ont choisi des options politiques suicidaires pour la jeunesse, les femmes et les travailleurs de façon générale. Et la vie sociale dans le pays est devenue ce que tout le monde sait, on ne veut plus la décrire. Les réformes politiques auxquelles vous faites allusion sont chrysogènes, qui ont fait connaître des moments très douloureux au pays. Tout ça réuni ont amené certains jeunes acteurs politiques depuis 2019 à se retrouver
pour réfléchir et donner une nouvelle orientation d'abord à la lutte politique et faire rayonner nos idéaux dans l'opinion pour pouvoir accéder à un niveau de responsabilité pour faire changer les choses dans notre pays. Pour faire changer les choses dans le pays. Donc c'est ces paramètres-là qui continuent de nous pousser, qui continuent de nous amener à dire que après les échecs successifs que nous avons connus, il ne faut pas le cacher également, il faut absolument que 2023, le MPL se retrouve sur la ligne de départ pour pouvoir aller peser dans les prochaines décisions au niveau du palais des gouverneurs à partir de 2023. Alors dites-nous, il y a une question épineuse qui taraude les esprits. Comment le MPL va obtenir les 10%? Oui, vous savez, cette clause de 10% que les actuels gouvernants ont voulu mettre dans cette réforme auquel vous faisiez allusion, pour exclure, pour réduire, bon, etc. Bon, chacun l'appréciera à son niveau. Aujourd'hui, ne nous inquiète pas parce que nous sommes dans une situation particulière où le peuple béninois s'apprête à aller sanctionner ceux-là qui ont décidé d'embrigader l'opinion, de confisquer l'espace politique pour leur camp. À partir de là, ceux qui auront le courage, ceux qui, comme nous, comme le Mouvement populaire de libération, ont le courage de ne pas être d'accord avec ces réformes, ont le courage de penser qu'ensemble, on peut faire autrement. Lorsque nous allons présenter cette offre politique à nos compatriotes, je pense qu'il n'y a pas de raison à craindre qu'ensemble, on puisse aller barrer la route à ce qui se fait de regrettable, de malheureux aujourd'hui dans notre pays, et en particulier à l'Assemblée nationale ces dernières années. Et donc, 10% n'est pas une question qui nous fait peur. Est-ce que vous avez jaugé votre ancrage national? Est-ce que vous êtes convaincu que sur le combat politique, sur le terrain du combat politique, vous obtiendrez véritablement les 10%? Mais, écoutez, tous les Béninois que vous allez interroger dans la rue aujourd'hui vous diront qu'ils ne veulent pas que ce spectacle qui se passe sous nos yeux continue. Tout au moins, cette Assemblée nationale confisquée depuis des années, le peuple béninois dans son entièreté veut que ça s'arrête. Et c'est de là que découle tout le reste. Voyez-vous, si même les partisans de ce régime veulent être honnêtes, ils vous diront qu'ils ne sont pas contents de ce qui se passe là. Et c'est eux, ajoutés à la majorité de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, qui feront que l'opposition ne craint nullement une barrière de 10%. L'opposition ne craint aucune barrière de 10%, mais aujourd'hui, quelle est l'offre politique réelle du MPL? Oui, merci de nous donner l'occasion de revenir là-dessus. Au MPL, nous ne sommes pas d'accord sur la gestion sociale du pays depuis l'avènement de ce régime. Voyez-vous, un célèbre écrivain béninois avait dit que, je crois que c'est Jean-Pierre, oui, un minimum de bien-être matériel est nécessaire pour l'exercice de la vertu. Regardez le traitement que nous faisons, que le gouvernement fait aux travailleurs béninois aujourd'hui. Pensez-vous que ce régime des salaires, pensez-vous que ce traitement, le niveau de traitement salarial est en adéquation avec la vie aujourd'hui? Comment peut, dans ce contexte, espérer lutter efficacement contre une corruption qui, malheureusement, est un fléau qui a gangréné la société? Et donc, partant de là, parlant d'offres politiques, l'une des priorités que nous pensons indispensable à mettre en œuvre aujourd'hui dans notre pays, c'est de régler le niveau de traitement des travailleurs. On nous a promis augmenter les salaires, mais vous voyez tout le dilatoire qui s'opère autour pour que jusqu'à ce jour, les travailleurs ne voient rien. Mais ça, c'est juste un pan. Vous avez vu il y a quelques mois déjà, la crise sociale qui s'est emparée du pays avec la flambée effrénée des prix des denrées alimentaires. Le gouvernement l'a justifié également. Oui. Des causes exogènes. Non, oui. Il peut y avoir 1000 causes. D'ailleurs, ils n'en sont pas responsables. Et ce n'est pas parce qu'ils sont responsables qu'ils sont venus au pouvoir. Mais ils sont là pour que, quelle que soit la situation exceptionnelle qui arrive, ils puissent protéger les Béninois.
ils puissent régler les problèmes. Qu'est-ce qu'on a pu faire? On a regardé autour de nous ici, dans la sous-région, on a vu certains faire certains efforts. Aujourd'hui, regardez les parents d'élèves en face des enfants à cette rentrée scolaire. Qu'est-ce que le gouvernement a pu faire pour eux? Qu'est-ce que, à cette crise sociale où aujourd'hui les ménages... Ont été offerts par endroit dans le Oui, pays. des kits scolaires offerts par qui? Quelques mécènes qui vont s'occuper L'État central aussi a effectué quelques activités, quelques opérations. Non. Plus sérieusement, je voudrais que vous puissiez noter avec moi que la gestion de cette crise a été complètement décadente. Que les populations béninoises ont été laissées pour compte en face de cette crise qui, nous reconnaissons, n'est pas nationale, a atteint des proportions quand même importantes dans le monde. Mais nous, ici, au Bénin, les populations ont été laissées pour compte. Et ça fait partie, et donc, j'allais dire tantôt, des griefs que nous avons contre ce régime et des choses sur lesquelles il est important de revenir, de prévoir pour que les populations, dans des cas comme celle-là, ne soient pas laissées pour compte. Ne soient pas laissées pour compte. Dans le domaine de l'éducation, parlant également d'offres politiques, pensez-vous que cette façon, les programmes d'enseignement dispensés dans nos écoles et universités en ce moment sont en adéquation avec les besoins de l'emploi dans le pays? On en parle certes depuis, je peux dire même des décennies, mais qu'est-ce qui a été fait réellement? On a entendu un peu récemment la promesse de construction de lycées techniques. Oui, nous l'avons dit, le MPL l'a dit tantôt, c'est venu trop. On peut dire qu'après 7 ans de gouvernance, c'est un peu comme se moquer de nous que de dire que c'est maintenant qu'on pense qu'il faut aller là. Aujourd'hui, nos universités et écoles forment, tout le monde le sait, nous forment des jeunes pour des emplois qui n'existent pas dans le pays. Il faut que nous puissions réfléchir et arrimer davantage les besoins de l'emploi à la formation des jeunes. Et ça ne peut plus continuer à pas être un slogan, mais il faut aller effectivement voir de quoi ont besoin les populations et en quoi il faut former les gens. Mais il y a des projets initiés par le gouvernement qui... Oui, 1000 projets, mais... embauchent les jeunes. Non. Il y a la G10 par exemple. Oui, 1000 projets, mais dont les effets se font encore rares sur le terrain. Vous savez combien de jeunes sortent dans nos universités publiques chaque année et combien on trouve un emploi? Alors qu'à côté, et vous le savez, quand vous rentrez dans vos maisons, même dans votre studio ici, je parie, vous avez des besoins de services où vous manquez des gens qui vont vous l'offrir. Vous manquez certainement de cadres professionnels, bon, je vais parler d'électriciens pour s'occuper Ces cadres en forme dans l'école. Oui, heureusement que vous vous en formez, mais je veux dire simplement quoi? En ce qui concerne les besoins essentiels de la société, nous pensons que nous n'en formons pas suffisamment pour couvrir ces besoins. Vous allez voir... Justement, vous allez voir des lycées techniques. Oui, je dis bien que nous saluons, mais que nous trouvons qui est venu un peu tard, après 7 ans de gouvernance, qu'on pense que c'est le moment d'aller vers là. Je pense qu'il aurait fallu aller un peu plus tard. Alors, Espérance TV, pour poursuivre dans le débat politique, aujourd'hui, quelles sont vos relations avec les autres formations politiques de l'opposition, notamment Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, Restaurer l'espoir RE, Restaurer la confiance RLC, les démocrates, pour ne citer que cela? Oui, nous avons des relations, comment je vais dire, de respect mutuel entre toutes les formations politiques avec lesquelles on est appelé à collaborer. Au niveau de l'opposition spécifiquement, nous avons été de ceux qui, les pionniers, à souhaiter et à travailler à ce que l'opposition se mette ensemble pour présenter une plateforme commune en approchant ces échéances. Malheureusement, qu'est-ce qui a fait échec à ce projet? Je dirais les agendas n'étaient pas les mêmes. Et les problèmes d'ego, les problèmes d'intérêt personnel à sauvegarder ont pris le pas sur l'intérêt général. Et cette union n'a pas pu se faire comme
Le peuple béninois, comme la plupart de nos compatriotes, j'allais dire, le souhaitait. Mais il y a quand même une forme de collaboration qui est restée et qui va subsister jusqu'au-delà de ces échéances. Il y a des questions, par exemple, où c'est ensemble que nous les abordons, les questions de vérification de la liste, les dénonciations que nous avons faites au niveau de la liste électorale, et l'audit que nous avons demandé à réaliser. Nous sommes au moins en parfaite harmonie sur ces questions que nous défendons ensemble. Que vous défendez ensemble. Donc vous avez très bonne relation avec les démocrates et la FCBE. Tous les partis qui se réclament de l'opposition sont appelés à plusieurs niveaux à avoir des collaborations. Alors que pensez-vous de leur stratégie politique différemment? La stratégie? Leur stratégie politique a contré la gouvernance. Nous n'avons pas la prétention d'apprécier la stratégie que les autres déploient. Mais nous sommes rassurés que nous pensons, nous, au MPL, que nous avons la meilleure stratégie d'approche pour les questions politiques en ce moment dans notre pays. Alors que pensez-vous alors de cette animation de l'opposition à Patrice Talon, pour être précis? La façon dont l'opposition est animée contre la gouvernance du président Patrice Talon. Non, il faut avoir le courage de noter que avec ce régime qui s'est installé depuis 2016, l'opposition n'a jamais été autant éprouvée dans notre pays. Et que le désir effréné de confisquer l'espace politique pour son camp a pris le pas sur le jeu démocratique, et que les hommes politiques de l'opposition n'ont pas très vite su comment s'y prendre pour endiguer ces velléités de confiscation de l'espace politique, ce qui a amené tous les dérapages que nous voyons aujourd'hui, ce qui a amené tous ces compatriotes qui se sont retrouvés en exil, ce qui a amené ces milliers de personnes, de personnes détenues dans les prisons, encore à ce jour. Et donc, nous sommes dans une situation exceptionnelle et l'opposition doit redoubler davantage de vigilance pour pouvoir remonter la pente, parce que le désir de confisquer l'espace pour son camp, le désir de confisquer toutes les institutions, toute la machine politique. Est-ce que cette volonté n'est-elle pas légitime? Écoutez, le président de la République est le chef d'un camp. Écoutez, est-ce que même si vous estimez légitime conquérir l'espace, est-ce que cela devrait donner droit à nous amener à offrir au monde entier le spectacle d'une assemblée monocolore qui est en train de finir là? N'est-ce pas des circonstances politiques qui ont conduit... Aucune circonstance politique ne pouvait permettre d'arriver à ces aberrations que nous sommes en train de vivre. Alors, parlons d'opposition, puisque nous parlons de l'opposition. Et il y a une actualité qui cristallise les opinions, notamment l'adhésion de Guy Mitokwe, ancien secrétaire général de Restaurer l'Espoir, au parti politique Les Démocrates. Juste après son adhésion, nous avons vu une sortie médiatique de Kanda Zanaï qui est venu désavouer Guy Mitokwe en tant qu'acteur de l'opposition. Quelle est votre opinion sur cette actualité-là? Bon, vous savez, c'est des amis politiques avec qui nous avons fait beaucoup de combats, et qui malheureusement aujourd'hui, bon, un mentor et son poulain. L'un dit qu'il n'est pas mentor de l'autre. Oui, j'allais ajouter effectivement, mais bon, vous comprenez que en ces circonstances où les chemins se divisent, bon, ce n'est pas souvent, ça ne se passe pas souvent de gaieté de cœur. Néanmoins, nous, en tant qu'acteurs politiques, on ne peut pas en dire plus. Les chemins se sont séparés, et ça crée certainement des frictions, et ça amène à là où ce qu'on voit, ce qui est un tout petit peu regrettable, qu'on en arrive là, mais on ne peut apporter aucun jugement en face de ça. Est-ce que vous émettez des doutes sur la sincérité de la posture politique de Guy Mitokwe? Non, mais il ne nous revient pas d'apprécier cela. Il ne nous revient pas d'apprécier cela. Des doutes sur la sincérité. Non. Vous savez, au Bénin, nous sommes experts en procès de sorcellerie, en suspicion sur les uns et les autres. Mais il faut beaucoup plus. Il faut que nous apprenions à juger les gens sur les actes et sur les faits
plutôt que sur des préjugés. Voyez-vous, moi je ne vois pas qu'est-ce que l'honorable Guy Mitokwe a pu poser comme acte qui peut devenir suspicieux, qui peut appeler des doutes à notre niveau aujourd'hui. Vous savez, pour rappel, je disais tantôt c'est un ami politique, mais c'est plus que ça. Nous avons fait des combats politiques hardis ensemble. Alors, dites-nous aujourd'hui quel est le défi du MPL pour 2023? Oui, notre plus grand défi dans tout ce que nous sommes en train de décrire, vous comprenez bien que c'est arriver à faire élire des députés MPL qui iront défendre nos couleurs, qui iront défendre les jeunes, les femmes, les opprimés, et cette large majorité des Béninois qui croupissent sous le poids de la misère, des injustices sociales, de l'iniquité, et aller défendre ceux-là à la prochaine législature. À la prochaine législature. Alors, c'est que vous en parlez ainsi, tout à l'heure dans vos propos, vous avez fait allusion à la liste électorale. Qu'est-ce que vous pensez du processus électoral actuellement en cours au pays? La Sénat a dévoilé son calendrier, déjà à partir d'ici quelques jours. Ils vont procéder à l'enregistrement des candidatures. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce processus-là qui a démarré depuis un certain temps? Vous savez, de façon claire, ce processus, nous avons beaucoup de récriminations contre, parce que ou sur toute la ligne, c'est le camp au pouvoir qui a la main sur toutes les institutions et les organes chargés d'organiser, d'animer cette élection. Quelle que soit leur bonne volonté, quels que soient les efforts qu'ils font de nous convaincre, nous restons dubitatifs sur leur bonne foi. Et surtout, quand on questionne le passé, quand on voit comment on a pu utiliser, on a pu inventer des certificats de conformité pour exclure, comment on a pu faire certains jeux que tous les Béninois connaissent aujourd'hui, nous avons des doutes. Néanmoins, nous essayons aujourd'hui de suivre, nous nous efforçons de voir dans quelle mesure nous pourrons éviter la catastrophe dans ce processus. En quelque sorte. Alors, lorsqu'on en parle ainsi, on parle de liste électorale, on parle de liste de candidature. Alors, au niveau du MPL, comment seront confectionnées les listes de candidature, puisque vous allez aux élections? Oui, nous y serons. Et nous nous préparons, comme je le disais, depuis 2020, où nous n'avons pas pu participer au communal. Nous avons dit qu'on nous mettrons le cap sur les législatives, parce que on ne peut pas continuer de dénoncer cette gestion que nous voyons de notre pays et ne pas nous préparer à prendre l'espace, à prendre une partie tout au moins de l'espace pour faire valoir nos idéaux. Et donc, c'est pour ça que cette préparation de façon minutieuse se déroule au niveau des organes décentralisés du parti. Et en ce moment, les dossiers de candidature sont en train d'être acheminés au niveau du siège du parti, afin que les dossiers soient étudiés et la liste confectionnée. Alors, lorsque vous parlez de dossier, quels sont les critères qui vont primer au niveau du MPL? Est-ce que vous avez déjà un profil que vous avez défini pour vos députés à vous? Oui, d'abord ceux qui seront présentés sur cette liste du MPL. La probité, l'engagement politique, la fidélité aux idéaux du parti, c'est les quelques mots qui vont prévaloir sur les choix qui seront opérés par les comités d'études des candidatures. Toujours est-il que au niveau de notre formation politique, c'est des jeunes, pour la plupart, sans casserole, je veux dire, qui n'ont pas eu à déjà toucher à la chose publique, à qui on ne reproche pas des choses, qui ne sont pas poursuivis pour ci ou ça, qui n'ont pas de gêne à dénoncer, à dire ce qu'ils pensent, qui animent nos différentes structures de notre parti. Alors pour ça, ça veut dire que a priori, nous n'avons aucun problème sur le profil de ces aspirants à la candidature à notre niveau. Alors, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans les démarches d'obtention des pièces constitutives de ces dossiers-là? Oui, beaucoup de difficultés. Voyez-vous, par exemple, je vous donne un seul exemple. Le certificat de résidence délivré par le maire. Chaque mairie a un formulaire pour délivrer son certificat de résidence. Cette pièce constitutive du dossier, dans le code électoral, pour être candidat,
pour les Béninois, il faut justifier d'1 an de résidence sur le territoire national. Le certificat de résidence est la pièce qui va attester de ça. Mais souvent, dans certaines mairies, le formulaire ne précise pas depuis quand l'intéressé réside à résidence dans cette commune. Alors, on ne peut pas justifier comment il a déjà fait 1 an. Bon, est-ce que ça, c'est le problème des candidats? Alors que s'ils n'arrivent pas à justifier par cette pièce, c'est que d'office, il fait tomber sa liste. Et ça, par exemple, c'est une épineuse problème que nous essayons de régler en ce moment avec certaines mairies de notre pays où leur formulaire ne dit simplement qu'il réside dans la commune, mais depuis quand? Or, la Sénat veut vérifier si l'intéressé a déjà fait au moins 1 an de résidence là. Sur le territoire national. Est-ce que c'est la faute des candidats? Ça devient un bâton de pèlerin. Est-ce que vous avez le quitus fiscal, ça, on préfère ne pas exposer tout ça ici. Mais toujours est-il que nous sommes en train de nous battre, de faire tout possible pour que ces différents éléments de blocage n'arrivent pas à nous créer du tort. Ça nous arrive pour créer du tort. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Je vous avais posé la question de savoir les profils que vous avez définis tout à l'heure. Vous avez évoqué quelques valeurs. Mais quel est le type réellement de député que vous voulez voir au sein de la 9e législature? Oui, de façon globale, celui qui sera député aujourd'hui, nous voulons que ce soit une vraie émanation du peuple. Quelqu'un qui porte les profondes aspirations du peuple. Pas quelqu'un qui va se retrouver à Porto-Novo pour faire le désir de ceux qui l'ont envoyé là, ou bien qui va commencer par réfléchir à défendre ses intérêts personnels. C'est ce que nous avons vu, c'est ce à quoi nous sommes habitués dans le pays depuis un certain temps. Si les gens courent pour être députés, c'est beaucoup plus pour eux-mêmes que pour la fonction de représentation du peuple qui est dévolue à cette fonction. Alors, l'élément même clé, le profil clé que nous recherchons et pour lequel nous nous battons à veiller à cela, c'est que ceux qui iront siéger à cette prochaine mandature, surtout de l'opposition, qu'ils puissent être des gens capables de garder leur honneur et leur dignité toute la législature et de poursuivre le combat pour lequel le peuple aurait décidé de les envoyer là-bas. C'est ça qui nous encore deux petites questions avant de clore cet entretien. Oui. Alors, lorsqu'on parle du MPL, le MPL est un mouvement politique, une formation politique qui a été révélée par Savi-Sira Korogone, aujourd'hui président d'honneur de la formation politique. Alors, dites-nous, quelle est son influence dans le fonctionnement de ce parti politique aujourd'hui? Vous savez, au MPL, comme vous le savez, au départ, c'est un mouvement révolutionnaire où nous avons voulu, les jeunes ont voulu imprimer à pas forcer une autre façon de voir, une autre façon de voir gérer leur pays. Alors, ce qui veut dire que tous les militants sont sur le même piédestal et œuvrent pour que les idéaux du mouvement, tels que conçus au départ, puissent continuer à essaimer le territoire national. Et donc, chez nous, tout le monde travaille à ce que les idéaux qui ont fondé la naissance du mouvement continuent de se propager. Et c'est dans ce sens que le camarade Savi-Sira Korogone continue de travailler. Alors, quelle est son influence aujourd'hui réellement? Je ne comprends pas exactement alors ce que vous voulez savoir. Son influence, est-ce que c'est lui le super président ou il est là à titre honorifique? On n'a pas de super président. On a des camarades qui travaillent à enraciner les idéaux du parti. Alors, dernière question pour finir, Espérance Tébé, dites-nous, aujourd'hui, nous sommes à une ère où la plupart des formations politiques veulent se mettre ensemble pour davantage de performances sur le plan électoral. Pourquoi, au niveau du MPL, vous n'avez pas voulu vous fondre dans une autre formation politique de l'opposition afin de vouloir quand même maximiser vos chances d'obtenir des sièges au Parlement? J'ai dit tout à l'heure au cours de l'entretien que nous avons été les pionniers de ceux qui ont souhaité ces regroupements. Tout à fait. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, ce n'est pas que nous n'avons pas voulu. Nous sommes ceux qui ont voulu et nous pensons que le moment
n'est pas à dénoncer qui a fait quoi, qui n'a pas voulu que... Et ça ne, on n'est pas dans les dénonciations. Non, nous ne sommes pas dans les dénonciations. Vous ne révélez rien, vous? Non. On cherche à obtenir des solutions. Et parce qu'au Bénin, vous savez, les gens sont champions à montrer, bon, c'est l'autre qui a tort. Oui, c'est l'autre qui a tort, c'est l'autre qui a fait. Bon, et laissant de côté le véritable problème qui continue donc nous pensons que ce n'est pas le moment de faire d'adopter ces genres de comportements qui ne sont pas constructifs, mais plutôt de continuer à convaincre nos populations sur les choix indispensables qu'ils doivent faire, sur leur rôle. Parce que si pendant 7 ans, le peuple a crié à la fin, a crié à une gestion qui ne l'arrange pas, je pense que c'est le moment que ce peuple se mette ensemble pour aller dire non à ce qui se passe. Le peuple crie, mais il y a d'autres peuples quand même qui approuvent les réformes. Oh bon, ce peuple qui crie, c'est ceux-là que nous voyons en campagne, en pré-campagne déjà. Hein, c'est eux, bon, ils ont tout. C'est aussi la démocratie, les partisans et oui, mais dans la démocratie, ceux qui confisquent le pouvoir ne doivent pas en abuser au point de garder tous les leviers. C'est eux en premier qui parcourent déjà monts et vallées pour montrer comment ils ont bien travaillé, comment ils doivent continuer par confisquer le Parlement. Je pense que le peuple ne les laissera pas faire cette fois-ci. Merci à vous, Espérance Tebej. C'est un rituel sur ce plateau. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire un mot à l'endroit de ces sympathisants, militants du MPL qui ont bien voulu sur cette émission parce qu'ils ont vu la bande-annonce qui a annoncé votre nom, président du MPL. Ben, je vais demander à nos militants, sympathisants de continuer, surtout pour les quelques jours qui restent, de s'armer de courage et de savoir que nous ne sommes plus loin du bout du tunnel pour que les idéaux que nous avons défendus depuis ces dernières années, c'est le moment d'aller concrétiser notre combat. C'est le moment de ne pas se laisser aller aux intoxications et aux provocations, aux diverses provocations. Et à tout le peuple béninois, de leur rappeler l'engagement qui est le leur en ce moment précis, crucial de notre démocratie où nous devons nous lever pour essayer de mettre fin à cette imposture que nous vivons depuis un certain temps. Merci à vous, Espérance Tebej. Merci à vous, chers amis internautes, de cet entretien. On retiendra que le Mouvement populaire de libération est un parti politique né dans l'opposition et qui continue de s'opposer à la gouvernance du président Patrice Talon. C'est un mouvement révolutionnaire, nous a martelé sur ce plateau le président. Il avait fait la genèse de ce parti politique. Il a fait savoir qu'ils ne sont pas inquiets de l'obtention des 10% pour les élections législatives à venir. Le MPL n'est pas d'accord de la gestion sociale de l'administration Talon. On peut déduire des propos de Espérance Tebej. Il a présenté au cours de cet entretien l'offre politique du MPL dans divers secteurs. Il a fait savoir que l'agenda politique, les intérêts personnels et les questions d'ego sont entre autres les facteurs qui ont fait échec à la mise ensemble des formations politiques de l'opposition. Il reste dubitatif malgré la bonne foi des acteurs impliqués dans l'organisation des élections législatives à venir. Il a fait savoir que les valeurs de probité, d'engagement politique et de fidélité sont entre autres celles qui vont conditionner la confection de la liste de candidatures. Les jeunes sans casserole sont ceux qui seront beaucoup positionnés sur la liste du MPL. Il a fait savoir au cours de ses propos les difficultés qu'il rencontre, notamment au niveau de l'obtention des pièces constitutives des dossiers. En fin d'émission, il nous a fait part de ses espérances pour la 9e législature. J'espère que j'ai été un peu plus ou moins récapitulatif. Non, assez bien. Merci à vous, Espérance Tebej. Je rappelle que vous êtes le président du parti Mouvement populaire de libération MPL. Merci d'avoir cette invitation, malgré le moment auquel on vous a fait appel. Ah oui, oui. Merci. Merci à vous, chers amis internautes. Portez-vous bien, à lundi pour une autre émission.